Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Avec monsieur Julien Rombaud. Bonjour tout le monde. Monsieur Lucien Alflans. Salut les gars. Et monsieur Manuel As. Hello Olivier. Il y a donc un peu plus d'un an, nous avions consacré une émission spéciale au film Requiem pour un massacre d'Elem Klimov. Et en conclusion de cette émission, Lucien Alflans avait parlé et il avait dit que Truffaut avait dit qu'on ne pouvait filmer la guerre sans l'idéaliser et Fuller sans l'avoir vécu. Comme Truffaut a dit beaucoup de conneries au cours de sa vie, notamment que le cinéma anglais n'existait pas, nous allons vous proposer une émission spéciale consacrée à un film anglo-saxon. Un film de guerre, en fait, un film de Samuel Fuller. On avait pensé pendant tout un temps faire un spécial transmission sur les films de guerre selon Samuel Fuller, mais on a saisi une balle au bond, un peu à revers, vu qu'on a profité de la ressortie chez Carlotta de China Gate, qu'a réalisé et écrit Samuel Fuller en 1957. Scénariste, dialoguiste, producteur, réalisateur, entre autres du Port de la Drogue, Pick Up on South Street en 53 ou encore Shock Corridor en 63, pour citer ces deux films les plus connus. Il est né en 1912 dans le Massachusetts. Son père était un immigrant juif russe et sa mère juive polonaise. Son père meurt quand Samuel a 11 ans. Sa mère vient s'installer à New York. Et sa première et sa plus grande passion restera toujours la presse et le journalisme. Et donc il commence à travailler à New York à 12 ans. Et puis à 14 ans, il devient déjà le copy boy au New York Journal. Un titre qui appartient à l'époque à l'empire de William Randolph Hearst, donc, qui inspira le personnage de Charles Foster Kane dans le film de Orson Welles. Citizen Kane, dans lequel joua pour la première fois Nat Cole dans un rôle non crédité. Progressivement, M. Samuel Fuller devient journaliste criminel, puis quand la Grande Dépression frappe, il voyage énormément dans le sud des États-Unis et il commence à écrire des récits de fiction souvent inspirés de faits divers. Ses premières nouvelles sont publiées dans des pulp magazines et à partir de 1936, poussé par un ancien rédacteur en chef devenu scénariste, il commence à collaborer à des scénarios. La guerre éclate. Alors, il s'engage dans l'infanterie, il est mobilisé en 1942 dans la première division d'infanterie américaine, surnommée la Big Red One. Il fera 3 débarquements en Afrique du Nord, en Sicile, puis en Normandie. De cette expérience, il tirera son dernier film de guerre, The Big Red One, en 1980, aussi connu en France sous le titre Au-delà de la gloire avec Lee Marvin et Mark Hamill. Alors qu'il est mobilisé, Samuel Fuller apprend la parution de son premier roman. Quelque chose qui est relaté d'ailleurs dans Big Red One. En Europe, il est aussi reporter de guerre. Juste avant 1945, il reçoit une caméra et c'est ainsi qu'il témoignera en images de la libération du camp de concentration de Falkenau en République tchèque. De retour de la guerre, il continue son activité de scénariste avant qu'il ne soit engagé pour réaliser pour un maigre budget un western dont il vient de signer le scénario, I Shot Jesse James en 1949. Mais le succès ne viendra qu'à son 3e film sorti en 1951, The Steel Helmet, J'ai vécu l'enfer de Corée, qui est également son premier film de guerre. Il en réalisera 4 autres, The Big Red One déjà cité, mais aussi Les Marauders Attack en 1962, le fameux Verboten en 1959, Baïonnette au canon, Fixed Bayonets en 1951, et enfin Porte de Chine, China Gate, réalisé en 1957 et qui nous intéresse aujourd'hui. Progressivement, Samuel Fuller, qui tourne vite, bien et pour pas cher, acquiert petit à petit le statut de véritable auteur indépendant à l'intérieur même du système des studios. China Gate, c'est un des 3 films que Fuller tourne en 1957 avec 40 Guns et aussi Run of the Arrow. Le pitch, c'est quoi? Donc le pitch de China Gate. En 1954, juste après la guerre d'Indochine, le capitaine américain Brock est mis à la tête d'un commando de mercenaires pour se rendre à la frontière chinoise, faire exploser un souterrain rempli de munitions appartenant aux communistes d'Ho Chi Minh. Pour cela, le commando doit traverser des territoires aux mains de l'ennemi. Pour leur ouvrir le passage, il compte sur l'aide d'une jeune femme eurasienne surnommée Lucky Legs, qui connaît la région grâce à ses activités de trafiquante d'alcool. Mais le capitaine Brock a un contentieux avec Lucky Legs.
En effet, l'Américain n'est autre que le père de son enfant. Il a abandonné son épouse, Lucky Legs elle-même, à la naissance du fils, quand il s'est aperçu que celui-ci avait des traits eurasiens, des traits asiatiques d'ailleurs, tout à fait asiatiques. D'abord réticente, la jeune femme accepte finalement de le guider, mais en échange, son jeune fils devra obtenir le droit de partir vivre aux États-Unis. Lucky Legs est incarné par Angie Dickinson. Samuel Fuller l'a rencontrée car elle a fait la doublage voix de l'espagnol Sabrita Montiel dans Run of the Arrow. Elle aura ensuite une longue et fructueuse carrière de Howard Hawks à Brian De Palma en passant par Jack Turner, Delmer Daves, Don Siegel ou John Boorman. Le personnage principal de Brock est interprété par Gene Barry. Le film est aussi interprété par le chanteur et pianiste Nat King Cole, alors au fait de sa gloire. Alors les gars, après cette longue introduction, vous allez m'expliquer ce que la guerre a de spécial quand elle est racontée selon le prisme de l'homme au cigare. Pour faire un petit parallèle avec ton introduction, s'il y a quelque chose à reprocher au film, c'est son prologue extrêmement gênant. Mais ce qui est assez intéressant, Olivier, quand tu parles du film et quand tu as fait le pitch, c'est que justement le film n'est pas ça. Tu commences ton pitch autour du personnage du sergent, alors que le film commence justement avec le personnage interprété par Angie Dickinson. Et c'est là justement toute la force du film, c'est justement d'être porté avant tout par une femme, ce qui est justement quelque chose de très fullerien, si on veut dire, c'est que c'est quelqu'un qui s'est caractérisé par des rôles de femmes extrêmement fortes. Et là où le film se distingue dans des films de guerre de l'époque, c'est déjà que c'est ce qu'a fait souvent Fuller. C'est pas un film de guerre en tant que tel, c'est un film de soldats. C'est souvent à une échelle beaucoup plus réduite. On n'est pas dans le jour le plus long, on est vraiment dans un récit beaucoup plus resserré, on est dans une structure de film de série B, et c'est là où l'expression qu'on aime bien autour de cette table de cinéma de contrebandier prend tout son sens, parce que c'est vraiment un film qui, à partir d'un pitch proche d'un film de série B, d'un film de commando, va se développer autour de ses personnages, travailler ses caractères et va travailler une thématique qu'on n'attend pas du tout dans ce type de cinéma-là. Ce qui est intéressant, en fait, et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est que tu dis que le film commence avec le personnage d'Angie Dickinson, mais en fait le film commence vraiment par une sorte de prologue en voix off, qui peut être gênant à la première vision, parce qu'on se dit, oula, où est-ce que le film veut m'embarquer dans ce prologue, pour resituer un petit peu, la France est désigné comme le dernier rempart contre le communisme en Indochine. Ce qui pose un peu question quand on voit ça avec 50-60 ans de recul. Mais le film prend bien soin de désamorcer ça par la suite. D'abord en refusant tout manichéisme idéologique, mais surtout en dénonçant par l'absurde une guerre, cette guerre-là particulièrement en l'occurrence, mais chez Fuller, la guerre est presque c'est un peu une abstraction. On est plus dans un film en effet de commando, une espèce de film d'aventure en fait, où tu as plusieurs caractères qui se baladent, qui ont une mission à faire dans la jungle, mais pas vraiment un truc avec des stratégies géopolitiques ou ce genre de choses. Et donc, il essaie de dénoncer ça, il le réussit assez admirablement par l'absurde, mais aussi il arrive à faire une charge assez violente, antiraciste, et je trouve qu'il arrive à le faire de manière très fine. Là je pars dans une autre direction, mais c'est un film qui est assez exemplaire de la manière dont Samuel Fuller sait tirer le meilleur de ficelle et sait faire beaucoup avec très peu. Donc à un moment tu peux avoir juste une ombre qui passe devant trois types qui sont allongés, et ça va vraiment te figurer tout un hors-champ. Il y a un moment où le soldat hongrois croit voir un russe qu'il a tué de ses mains dans un rêve, et donc il va étrangler ce type, et juste dans une sortie de champ il va remonter, ce sera un autre personnage, et ça, l'astuce est quelque part cheap, mais l'effet fonctionne à 100%. C'est une scène qui pourrait presque être le terreau sur lequel va pousser un film comme Shock Corridor par exemple, qui est vraiment un film sur les traumas
de toutes sortes. Et dans cette scène-là, moi, je vois déjà les prémices de Shock Corridor. Mais des scènes comme ça, il y en a plein. Il y a la scène de la mort du français qui est d'une brutalité absolue et qui, pour le coup, dénonce de manière extrêmement brutale et littérale l'absurdité de cette guerre-là. Je trouve que la scène de la chanson, elle va dans cette idée-là aussi. Ce sont toutes des scènes extrêmement marquantes qui fonctionnent sur l'économie. La scène de la cabane, la scène d'ouverture du film avec le chien dans la veste. Oui, ça, c'est brillant. C'est brillant. La scène de l'avion, la scène du sacrifice final, ce sont des scènes en fait qui ne tiennent sur presque rien, mais qui fonctionnent à plein pot, quoi. Et surtout, ce qui est fascinant chez Fuller, c'est que justement dans ce cadre de série B, dans ce cadre quasiment où les personnages sont quasiment esquissés d'un seul trait, où on pourrait croire à une schématisation des personnages, comment en une ligne de dialogue, en une action, il va creuser ces personnages-là et développer des questionnements beaucoup plus larges. Et ça, je trouve que ce qui est fascinant, c'est comment, dans un seul plan, il arrive à faire, juste à poser quelque chose de, on va dire, de pulp et d'existentialiste. Cette capacité, en un seul instant, vraiment à transfigurer l'aspect pulp de son récit pour y introduire des questionnements très modernes, qui étaient modernes à l'époque, et qui, je pense, en plus, restent toujours d'une grande modernité. Mais ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que ces personnages, en fait, dans ce côté pulp, ne sont jamais représentés par leur idéologie, mais uniquement parce qu'ils sont, et ce qui est un peu plus singulier chez Samuel Fuller par rapport à beaucoup d'autres films, par ce qu'ils sont, mais aussi parce que ce qu'ils ont vécu. Il y a d'ailleurs une phrase dans le film qui est extrêmement parlante là-dessus, et qui pourrait presque résumer le cinéma de Fuller à elle toute seule. C'est quand le Killex dit on ne porte pas toujours sur son visage ce qu'on a vécu. Et en fait, c'est exactement ça. Le cinéma de Fuller, ce sont des personnages qui ont vécu des choses innommables, mais qui restent optimistes. Je trouve que les moments dont vous parlez là, qui sont parfois très forts, on l'a dit avec l'ouverture et que l'enfant et le chien, ou effectivement, j'avais noté aussi cette belle scène du soldat qui croit voir un Russe et qui attaque, et où on voit du coup toutes ces angoisses, toutes ces névroses, enfin, en fait tous les traumas plutôt que névroses, parce que c'est plus fort que syndrome post-traumatique. Voilà, tous les traumas qu'il a pu vivre et qui résument du coup à ce que la guerre peut être et peut faire sur quelqu'un. Après, je trouve qu'entre eux, c'est très belle scène. D'ailleurs, je trouve aussi qu'il y a je vais d'abord dire ça, il y a une très forte scène, je trouve, entre Goldie et Brock, où Goldie explique son sentiment d'abandon qu'il a ressenti, le sentiment qu'il a eu vis-à-vis de parents, où on voit toute la rage qu'il a vis-à-vis du capitaine Brock, du coup, parce que lui ne veut pas adopter le fils. Donc je trouve que c'est quelque chose qui, tu le disais Manu, qui donne beaucoup d'épaisseur à des personnages avec pas grand chose, sans jamais être moraliste. Et pour rebondir sur ce que tu dis, il y a une scène qui pour moi est extrêmement parlante à ce niveau-là. C'est un exemple qui est purement littéral, c'est le prêtre, symbole de raison s'il en est, qui va porter pour le coup un discours vraiment vraiment anti-moraliste au final sur le personnage de Lucky Legs, et en parlant au capitaine Brock. Après, je trouve que, donc du coup je vais faire réagir, je trouve qu'il y a des scènes qui sont très belles et très, très bonnes et qui fonctionnent avec peu de choses, vous l'avez dit, visuellement. Et après, je trouve qu'il y en a d'autres qui sont assez verbieuses, où ça s'installe beaucoup dans un dialogue en groupe. Alors, je comprends qu'il y ait cet effet d'études de personnages, d'études de caractères ensemble, de légions étrangères, de groupes qui se mettent ensemble. Mais je trouve qu'il y a des scènes qui manquent un peu d'amplitude, parce que la mise en scène ne va pas forcément l'exposer. Par exemple, il y a une très belle scène où le Brock parle pour une première fois vraiment après 5 ans, je crois, avec Lucky Legs, dans une espèce de mirador ou quelque chose où ils viennent de tuer quelqu'un. La scène est très bien parce qu'elle est très bien jouée, qu'elle est chargée d'émotions, mais voilà, c'est des scènes qui sont fort axées sur le dialogue. Le plan est fixe, il se passe il y a des choses dans le jeu, mais voilà, il n'y a pas de différents plans, il n'y a pas quelque chose qui va dynamiser un peu la mise en scène. Tu l'as dit, la scène est bien. La scène est bien, elle fonctionne, elle est charnière dans le récit. Elle est bien, mais je pense qu'avec d'autres plans, que ce soit sur elle, sur lui, on pourrait aller chercher plus intéressant ou plus varié. En fait, c'est surtout une question de montage, j'ai l'impression de dynamiser le montage. Alors, typiquement, quand on parle de cette scène-là, c'est assez intéressant parce que je pense que c'est là où ça cristallise beaucoup de choses vis-à-vis de la mise en scène
de Fuller et aussi peut-être de ses limites. Je trouve que c'est une scène, moi, extrêmement brillante dans son jeu, dans son écriture, parce qu'elle est quasiment conçue autour, je pense, à l'origine d'un plan séquence. Dans le film, il y a 2 plans. Et justement, beaucoup de séquences du film de Fuller sont tournées dans une économie de moyens qui tourne autour du plan séquence. Certaines séquences ne le laissent pas, mais la majorité des scènes sont vraiment conçues autour d'un plan séquence. Cette scène-là, il y a quelque chose d'assez choquant, en fait. À un moment dans le dialogue du film, il y a vraiment un jump cut violent, parce que je pense qu'on est face à 2 prises. Et on est vraiment à ce moment-là, peut-être dans les limites formelles du cinéma de Fuller, où à un moment, il fait ça sans filet. Ouais. C'est assez lisible à des moments dans certaines séquences qui sont conçues en plan séquence, et on a juste des inserts pour dynamiser la scène sur des plans plus rapprochés des personnages. On a ça avec le personnage de Lee Van Cleef, on a ça dans la scène de discussion avec le sergent français qui lui expose la mission, on a ces gros plans d'insert, de rapprochement dans l'axe. Et c'est vrai que j'avais pas perçu ça auparavant dans certains films de Fuller. Je trouve que c'est assez notable dans ce film-là, peut-être par l'utilisation du format large, et tout d'un coup ces inserts au sein d'un plan séquence apparaissent un petit peu comme des limites un petit peu de mise en scène. Après, moi je trouve que la séquence fonctionne tellement bien au niveau de l'émotion que j'ai vis-à-vis des personnages, et surtout de ce qui semble se nouer et qui en fait reste un statu quo à ce moment-là. Je le trouve très fort, et qu'en fait, sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer à l'écran ? Mais je suis tellement avec les personnages que j'en oublie presque la forme. En fait, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a des scènes qui visuellement fonctionnent très bien et qui sont entrecoupées de moments plus verbeux, explicatifs, qui font du coup que le film n'est pas si fluide qu'il pourrait l'être. C'est la petite limite que je trouve au film. Ah ouais, après, on pourrait aller là-dedans et aussi dire que parler du scope dont parlait Manu, et de l'économie de moyens qu'il y a aussi sur les décors, qui permettent d'éviter absolument à tout instant une forme de fascination romantique ou exotique, je sais pas, de ce type de décorum là, et de la manière dont il arrive à épurer tout ça, à être très sec, à être très brutal dans sa manière d'appréhender ce décorum-là, tout en laissant exister des plans, des moments qui sont hyper parlants là-dessus. Je pense, par exemple, au Bouddha décapité dans la fin. Ouais. Enfin voilà, c'est vrai qu'on est dans une économie de moyens, on est dans quelque chose qui était tourné rapidement en studio, etc. Mais on a quand même des plans qui sont extrêmement porteurs. Peut-être que ce que tu as ressenti comme quelque chose de quelquefois un peu trop écrit et un manque vis-à-vis de ça, moi je trouve que c'est vraiment une des qualités de Fuller, c'est cette capacité à caractériser très fort des personnages, de faire des conflits de manière extrêmement claire, avec un sens du dialogue à mon sens imparable. Et c'est en ça aussi, quand tu revois un film comme China Gate, c'est de te dire à quel point aujourd'hui on a perdu ce type de cinéma-là. Cette capacité à créer des personnages aussi ambivalents, complexes, au sein d'une économie de film B, pop. Tu prends le personnage d'Angela Dickinson, ben là oui, t'as un vrai personnage féministe, sacrificiel, hyper fort. Quand aujourd'hui on te parle d'un Wonder Woman, je fais un grand saut dans le temps, où on te vante le féminisme d'une Gal Gadot qui tortille du cul avec un bouclier, tu te dis, attendez, qu'est-ce qu'on a perdu en termes de cinéma, d'écriture ? Personnage qui est présenté par ses jambes et qui s'appelle Lucky Legs, qui est une sorte de parangon à ce niveau-là, qui est une prostituée, hein, plus ou moins. C'est pas dit de manière extrêmement claire, mais on le comprend quand même assez aisément. Mais c'est un personnage qui va les mener. C'est un peu un personnage qui va traverser la jungle, alors que la jungle, tout au long du film, ne fait que dévorer tous les autres membres de cette brigade. C'est la seule qui va la traverser comme si c'était son jardin. D'ailleurs, les jambes, on les voit au début, et après on les voit plus. Elle est en froc tout le
tout le long du film, et qui se sacrifie pour ses idées. Ça, Après, je trouve que c'est quand même d'une il y a force aussi, il y a aussi absolument des incroyable. films avec des personnages écrits aujourd'hui. Enfin, tu Non, vois, mais c'est pour tu dis ça- on a perdu du cinéma, mais Mais si, moi je pense que Par rapport à ce sujet-là, moi, je pense dans aussi. ce type de cinéma-là, je pense qu'on a beaucoup perdu. Et effectivement, peut-être que le film a vieilli formellement sur certains aspects, mais je le trouve d'une grande modernité dans la manière dont Je suis il aborde ces absolument d'accord avec personnages-là, la manière où il est concis, direct, en une ligne de dialogue, tu comprends les personnages, c'est d'une efficacité Ça, La, absolue. la chanson, elle est purement là-dedans, hein, la chanson de China Gate. C'est vraiment comment ce mec, en nettoyant son arme, va te raconter de manière extrêmement littérale ce que lui traverse, ce que cet enfant métis traverse, sur la manière qu'ils ont d'être écartés en bordure de société. C'est vraiment... Pour l'anecdote, Fuller en fait rencontre Nat King Cole. Donc Nat King Cole est ok de jouer pour Fuller, mais à un moment Fuller il hésite et il dit en fait tu vas chanter à un moment mais il faudrait que tu chantes pas trop bien. Et Nat King Cole a dit non ça mec chanteur c'est mon métier donc tu décides si je chante mais je chante pas mal c'est pas possible. Et l'utilisation Et même en de fait, Nat King Cole. ce qui est drôle, c'est que, en effet, quand cette scène intervient là, quelque part, il chante d'une manière sublime, il a une voix profonde, une voix puissante, et du coup, ça donne. Enfin, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, je trouve que cette scène-là est légèrement décalée. C'est comme un interlude, comme un espèce de Sauf qu'elle ne fait moment qu'approfondir. rêvé. Après, thématiquement, je suis d'accord, Voilà. mais c'est quand même. C'est juste ça que je disais. Stylistiquement, c'est quand même un Formellement, moment ouais. plus rêvé Mais dans le c'est- film qui te met dans un autre mood avec surtout cet enfant qui le suit. C'est une scène et un personnage qui n'existe que parce que Nat King Cole, que je trouve parfait dans le rôle, Il est très bien. était à l'époque un chanteur pop qui musicalement est presque blanc d'une certaine manière. Et je pense que ce sont ces données-là qui ont permis à Fuller de lui proposer ce rôle-là, parce que sinon il n'aurait pas pu marcher à l'époque dans un film à la volonté sérielle, comme disait Manu. China Gate, China Gate, many dreams and many hearts you separate. Like two arms open wide, some you welcome in, and some must stay outside. Bowl of rice, bitter tea. Is this all the good earth has to offer me? Ok les gars, et par rapport à la France et par rapport aux communistes, Fuller notamment sur Pick Up on South Street faisait un film qui prenait pour ennemi les rouges, hein, n'est-ce pas, les communistes. Et quand le film a été importé en France, c'est assez connu l'anecdote, hein, on a changé cette histoire de communistes et de microfilm par une histoire de drogue. Ici, est-ce que, selon vous, le rouge est vraiment l'ennemi ? Quel est le discours qui est tenu par rapport à la période dans laquelle le film est fait là-dessus, sur la guerre froide, le double discours qu'on peut lire ? Pour moi, le discours est très clair. C'est-à-dire que les Russes, qui étaient les alliés lors de la Seconde Guerre mondiale, sont ici les ennemis. Et donc, ça approfondit le discours de Fuller sur la guerre en montrant un passage de points de confrontation avec les Russes, entre les Américains et les Russes en l'occurrence. Moi, je pense que le film est marqué dès son intro par un discours assez anticommuniste. Mais qui est totalement désamorcé. Oui, et je pense que Fuller, si on parle de l'homme Fuller, je pense était assez clair vis-à-vis de ça. Après, ce qui est très fort dans le film, c'est que passer ce prologue, qui n'est pas d'une grande subtilité, ce qui est très fort, c'est que justement, quand arrive le dernier acte du film et quand on rencontre l'ennemi en tant que tel, qui est incarné par Lee Van Cleef. Personnage super intéressant. Plus intéressant que le personnage du soldat américain, plus lettré, a plus d'attention pour elle, pour son enfant. Et donc là, d'un coup, de par ces personnages,
il dévie d'un discours propagandiste un peu bêta et il te fait entrevoir autre chose et c'est même assez beau et c'est là je pense où il tire toute la force dramatique de son film, c'est dans le choix qui n'est pas un choix de la raison que va opérer le personnage d'Angela Dickinson par rapport à ce que ces deux personnages masculins lui offrent, mais de quelque chose qui est au-delà justement de cette raison qui est vraiment... justement, c'est là où ça bascule dans un aspect très mélodramatique qui est le domaine des sentiments, de la chair, de quelque chose où il y a cet attrait d'amour et de répulsion vis-à-vis de ce soldat avec qui elle a eu cet enfant-là. Je suis absolument d'accord sur ce que tu dis sur le personnage de Lee Van Cleef sans moustache, mais par contre pas tout à fait sur ce que tu dis sur le personnage du soldat américain, parce que c'est-à-dire que chez Fuller il n'y a pas de héros, quoi. Ils ont tous leurs raisons, ils ont tous leurs points faibles et leurs points forts, et ils jonglent un peu avec, que ce soit Lee Van Cleef comme le personnage du capitaine américain. Dans ce choix que pourrait avoir le personnage de Lucky Legg vis-à-vis de ces deux protagonistes masculins, en tant que spectateur, j'ai beaucoup plus d'empathie vis-à-vis du personnage de Lee Van Cleef, qui est plus charismatique, plus conciliant vis-à-vis d'elle, que ce personnage de soldat américain raciste qui, au cours du film, ne cesse de s'enfoncer et seulement une scène avant la fin va changer d'avis et d'opinion. Dans une scène très belle, mais qui est peut-être aussi fait un tout petit peu au forceps au niveau de l'écriture. Et je trouve que ce personnage-là ne fonctionne qu'en confrontation avec le personnage de Lucky Legg, là où le personnage de Lee Van Cleef est un personnage beaucoup plus satisfaisant de par lui-même. Et c'est aussi parce qu'il s'est enfoncé plusieurs fois dans ce racisme que la scène dont je parlais tout à l'heure avec Nat King Cole qui lui explique que lui n'a pas eu les parents, etc., est forte. Le fait est que Lucky Leggs fait un choix dès le départ, qui est un choix idéologique, entre guillemets, qui est un choix d'espoir, même plus, qui est le fait que son enfant ira aux États-Unis, et que ce choix-là, il est fait dès le départ, c'est ce qu'elle veut, et qu'au moment où le choix se confronte entre Lee Van Cleef et le personnage américain, le personnage de Lucky Leggs a déjà fait son choix, et elle sait ce qu'elle va faire, et elle se sacrifie même pour que ce choix advienne. Je ne sais pas si elle a fait son choix, moi. Elle le dit dès le départ, c'est ça. Oui, c'est mais tout ce qu'elle veut depuis le début. Moi, je me pose la question, quand elle arrive et que tu fais la découverte du personnage de Lee Van Cleef, et que toi, tu qui es est présenté empathique, torse nu, comme elle est présentée par ses jambes. Donc oui, il y a une attirance, il y a tout ça. Qui est construit pour te le faire aimer beaucoup plus que ce personnage de sergent américain, de te dire peut-être qu'elle va basculer, et c'est que parce que lui, à un moment, va s'excuser auprès d'elle, ce sergent américain, va à un moment reconnaître ce fils, que tu te dis que peut-être que c'est uniquement pour ça que la mission va réussir, parce que à un moment se résout quelque chose entre ces deux personnages-là et qu'elle fait ce choix-là, mais je suis pas sûr qu'elle ait fait un choix dès le début. Et c'est en ça où je trouve le film très fort, parce qu'il déjoue tout l'aspect film de propagande qu'il pourrait y avoir vis-à-vis du conflit soviétique, parce que en fait, le méchant du film est plus intelligent, plus brillant que le personnage masculin principal. Mais pas plus que le protagoniste, puisque le protagoniste et Lucky Leggs qui se comprennent aussi par, comme je le disais plus tôt, par leur métissage. Ce sont deux personnages qui sont métis. Et on a à nouveau quelque chose qui intéresse fortement dans toute la filmographie de Fuller. Et ici, il semblerait que ce soit dans la jungle ou quoi, c'est le seul personnage, Lucky Leggs, qui a sa place là, en fait, parmi tous les autres. Les autres n'ont rien à foutre là, si ce n'est pour des raisons de guerre. Mais depuis le début du film, elle assène quand même cette volonté qu'elle a que cet enfant aille aux États-Unis. En effet, le Fuller te fait croire à un moment qu'il y a une possibilité de changement de ses plans, mais il me semble quand même que le choix ne change pas au final. Donc. Mais je pense que moi, toute la force du film et la beauté du film est de toutes ces contradictions que le film te propose entre ce personnage de Lee Van Cleef, de ce que ce discours qu'il serait mieux que cet enfant soit éduqué aux États-Unis qu'à Moscou, et justement il ne répond pas à ça. Il te le suggère, il te le laisse vivre à travers les personnages. Il y a pas, c'est justement là où le film dépasse le tract et le discours, et dépassé par ces personnages-là. Et c'est là la grande force du cinéma de Samuel Fuller, quoi. C'est pas que là qu'il dépasse le tract, parce que j'ai l'impression, moi, comme je le dis depuis le début, mais j'ai vraiment l'impression qu'à passer le prologue, le film ne fait que déconstruire un peu on peut dire ce systématisme-là, entre guillemets, tout au long du film, pour arriver à un final qui, en effet, n'a plus rien à voir avec ce qui est proposé au début du film. Très bien, merci messieurs. Je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et on vous donne
Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Transmission, un nouvel épisode qui sera consacré à l'actualité. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao, ciao.